Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h13. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous allons parler de la succession du pape François. Et pour en parler, nous avons l'immense privilège d'avoir avec nous le cardinal Bustillo, qui est aussi évêque d'Ajaccio. Bonsoir cardinal. Bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler Éminence ? Je me posais la question. Comment appelle-t-on un cardinal ? Vous êtes une femme libre. Ah, merci. Et vous pouvez m'appeler. Comme Europe 1. Oui. Alors, voilà, donc, le deux titres un peu protocolaires, c'est tout. À la française, c'est Monsieur le Cardinal. Oui. Et à l'italienne, Éminence. Voilà. Après, il y a la liberté de chacun. Ah, On Éminence, est assez italien ici. Oui, c'est ça. Éminence, je trouve ça extrêmement chic, pour tout vous dire, cardinal Bustillo. Vous êtes aussi l'évêque d'Ajaccio, j'aurais pu vous appeler Monseigneur. Voilà, vous pouvez m'appeler aussi Monseigneur. Je répondrai aux questions. Vous répondrez aux questions. Nous avons la chance de vous avoir effectivement en direct ce soir sur Europe 1 parce que vous figurez parmi les 5 cardinaux français qui vont élire le successeur du pape François. Nous sommes en période de pré-conclave. Peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer, puisque vous êtes un acteur majeur de cette future élection, comment ça se trame, comment ce conclave se prépare, comment les choses se mettent en place ? Alors, vous savez que pour moi, c'est la première fois, donc c'est une aventure ecclésiale absolument formidable, c'est de découvrir l'Église dans sa catholicité, puisque nous sommes plus de 200 cardinaux venus du monde entier. On a les aînés, ceux qui ont dépassé les 80 ans, et on est les 135 électeurs. Donc d'abord, la première phase, après avoir célébré hier les funérailles du Saint-Père, François, on va vivre ce qu'on appelle les congrégations générales, où on va s'écouter. C'est la première phase, une phase importante. Avant le conclave, c'est-à-dire le moment de l'élection, on va voir et on va vivre les congrégations générales où tous les cardinaux vont parler, s'exprimer. Vous le savez très bien, nous, on n'est pas des maires ou des députés, on ne va pas présenter un projet en disant « Tiens, l'Église catholique va mal, voilà les défis, je vous propose un programme ». On n'est pas dans une logique de politique. On est dans une logique de vision. Donc, les congrégations générales est le moment grave, opportun et important pour que chaque cardinal puisse dire sa vision. Alors, nous aurons la vision des Africains, des Asiatiques, des Occidentaux, des Américains. Bon, enfin, on va avoir un moment riche où l'important, c'est d'écouter avant d'agir et avant de décider. Écouter les uns les autres et écouter la vision que chacun a de l'Église. Quel pourrait être le profil idéal pour succéder au pape François ? Est-ce que, alors évidemment les discussions, on en est aux prémices et vous ne pouvez pas tout nous dire, Éminence, mais quel serait le profil idéal pour succéder au pape François ? Est-ce que ce serait un pape qui serait dans la lignée du pape François ou un pape plutôt conservateur ? Alors, il nous faut, il est difficile de mettre une étiquette au futur pape. Il est important, par contre, d'avoir 2 critères, à mon avis, fondamentaux. C'est la continuité, parce qu'il serait tragique, injuste, et c'est un message mauvais qu'on envoie à la société de dire on tourne la page du pape François et on va prendre quelqu'un de différent. Il nous faut la continuité et il nous faut aussi la discontinuité. Dans la continuité, il y a des choses qui sont très belles et que le pape François a fait réaliser, réussi. Et en particulier, je crois qu'il a réussi à humaniser l'Église sans la banaliser ni la désacraliser. Donc il a prêché la proximité et la disponibilité du pape et des évêques et des pasteurs avec les personnes. Ça, je crois que c'est une réussite. Après, quand je parle de discontinuité, il y aura des choses qu'on va voir et peut-être qu'on peut perfectionner. Voilà, la réforme de la curie, est-ce qu'elle est totalement finie ? La dimension de la synodalité, est-ce qu'elle est totalement finie ? Il y a des domaines qu'on va essayer de voir, mais à la fin, il faut se donner des priorités. Donc, nous sommes dans une phase, si vous voulez, de découverte. Après, chaque cardinal va parler, et en fonction du contenu, des éléments et des arguments, on va pouvoir évaluer et se dire, tiens, l'orientation, peut-être, le profil, parce que, voilà, vous voyez, je vous donne 2 autres éléments qui me semblent importants. Oui. D'abord, quand on sera entre nous, dans les congrégations générales, il va y avoir un travail d'analyse. Tout le monde va parler.
Après, il nous faudra un travail de synthèse, et donc il nous faudra quelqu'un capable d'incarner une vision, capable d'incarner aussi la réalisation d'une Église où règne l'unité, où règne la sagesse. C'est pour ça que j'ai pu dire à certains médias que je crois qu'on a besoin d'un pape, on aura besoin d'un pape sage, capable d'unité, et capable de créer l'unité et la communion entre tous. Monsieur le cardinal, question également sur les discussions. Est-ce que vous êtes tenu, pardon, excusez-moi d'employer ces termes, au secret professionnel? Est-ce que vous pouvez, vous avez une chape de plomb, vous ne pouvez pas, par exemple, nous dire ce qu'il se dit pendant ce préconclave ou pendant le conclave? Est-ce que, alors pas vous prêtez serment, mais vous promettez de ne rien dire? Comment ça se passe? Si, on prête un serment. Entre nous, pour ne pas dire. Parce que vous avez le secret, après, vous savez, avec le film Conclave, et avec un peu certains films qu'on a vus ou entendus, ou certains romans, alors il y a un imaginaire où on dit, il y a le secret, qu'est-ce qu'il y a derrière, et on voit avec les cardinaux une logique de pouvoir, de stratégie, de tactique, quelque chose un peu de mystérieux, de sombre. Voilà. Mais si on a un secret, et si on promet d'être respectueux du secret, c'est pour garantir la liberté et la confiance. Si nous sommes libres et confiants, nous pouvons dire ce que nous pensons. Si nous avons peur qu'on dise à l'extérieur, qu'on redise, qu'on interprète, mais alors on ne contribue pas au bien de l'Église. Donc il nous faut garantir. Mais parfois il y a des informations qui filtrent, Éminence. Ça arrive qu'il y ait des indiscrétions. Vous savez que les journalistes, évidemment, et tous les chrétiens. Vous, les journalistes, vous voulez toujours nous confesser, c'est ça qui est merveilleux. Mais bien sûr, Éminence. Mais confessez-vous, je vous en prie, sur Europe 1, les auditeurs seront ravis. Mais voilà. Je respecte le secret de la confession à Europe 1, pardon. Voilà. Très discret. Mais oui, vous êtes très discret. Je voulais vous dire que, effectivement, les journalistes, ils vont poser des questions, ils vont essayer d'avoir des éléments, et c'est normal. C'est votre métier, et vous voulez informer. Après, nous avons un devoir moral, de responsabilité et de maturité ecclésiale, et, si j'ose dire, professionnelle, pour ne pas dire des choses qui peuvent semer la confusion ou la division. Donc, notre discrétion, elle est liée à la gravité. On a compris que vous ne direz rien, cardinal Bustillo. Non, je vous dirai rien. Non, mais vous nous direz comme les autres cardinaux. Juste une question, et c'est très important sur le pape lui-même. Je vais rappeler peut-être les règles. Pour devenir pape, il faut être élu avec les 2/3 des voix des cardinaux. Je parle sous votre contrôle, cardinal Bustillo. Comment... Parce que devenir pape, et c'était la question également que j'ai posée ce week-end en suivant la cérémonie, comment désignez-vous le successeur? Parce que il faut que le successeur ait envie d'incarner, de représenter, d'être le grand pasteur de l'Église catholique. Tout à fait. Mais comment peut-on être sûr que la personne qui est désignée, pardon, mais ça paraît peut-être innocent ce que je dis, et l'étoffe et la volonté d'endosser ce rôle? C'est pour ça qu'après avoir écouté tous les cardinaux et après avoir écouté la vision que chacun a de l'Église, déjà on va désigner et on va voir des lignes sur lesquelles on va devoir travailler. Et donc le futur pape, d'abord, doit accepter. Et après, c'est à nous de voir la personne, la personnalité capable d'incarner cette émission. Alors, il faut qu'il soit d'accord, pour commencer. Et après, il faut qu'il y ait les capacités physiques et spirituelles, humaines, de tenir, parce que la charge, elle est lourde. Elle est très lourde. Considérable. Donc c'est pour cela qu'on pose la question quand même. Donc ce n'est pas automatique. Et il est tout à fait normal qu'il y ait d'abord un discernement, qu'il y ait des personnes, qu'on parle des personnes. Certaines seront partantes, d'autres pas. Cela est possible. Moi, c'est la première fois. Et donc je vais découvrir cette réalité de l'intérieur. Mais dans l'Église, malgré nos fragilités, et malgré notre petitesse, on respecte toujours la liberté. Donc, si quelqu'un est élu, on lui posera la question, est-ce que vous acceptez la charte?
Est-ce que vous acceptez la charge? Et vous, Éminence, est-ce que vous accepteriez la charge? Et moi, j'attends. Moi, je me dis, aujourd'hui, moi, j'ai donné... Vous ne fermez pas la porte. Nous serions très fiers, vous savez. Voilà. J'ai donné toute ma disponibilité au Seigneur. Depuis que je suis franciscain, depuis que j'ai 18 ans, j'ai dit oui. Mais, il y a un mais, et moi, je pense que dans la situation actuelle, il faut avoir l'expérience, les capacités. Il ne suffit pas, me semble-t-il, d'avoir la fraîcheur et d'avoir une certaine jeunesse. Il nous faut la sagesse et l'expérience. Il faut connaître, à mon avis, la curie romaine. Ce n'est pas mon cas. Et donc, il faut connaître certains mécanismes de la gouvernance centrale. Ça s'apprend, Éminence. Ça s'apprend, oui, ça s'apprend. Mais moi, je pense qu'il y a le temps pour chaque chose. Comme dit Coëlette, il y a un temps pour chaque chose. Moi, je pense que cette fois-ci, moi, je vais être là pour participer activement. Mais pour la désignation, je pense, en regardant les cardinaux qu'il y a devant moi, qu'il y a des hommes sages qui pourront faire beaucoup de bien à l'Église. Véronique Jacquier a une question à vous poser, Éminence. Monsieur le cardinal, Éminence, il faut préciser pour les auditeurs d'Europe 1 que lors de ce conclave, lors des congrégations générales, chaque cardinal s'exprime, mais sans se déclarer candidat. Effectivement, vous l'avez très justement dit, il ne s'agit pas de se comporter comme un homme politique avec un programme. Donc la sagesse, quelque part, doit l'emporter, l'expérience, la pertinence, et aussi le lieu, les congrégations générales, où on va nouer des alliances, je suppose. Et alors, j'en viens à ma question. Il y a dorénavant, dans le collège Cardinalis, à peine 39% des cardinaux qui sont issus du continent européen. Donc, mais c'est une très bonne question, vous êtes en minorité, et c'est la première fois que ça arrive. En 2013, il y avait 52% des cardinaux qui étaient issus du continent européen. Donc, on a le sentiment quand même que, avec cette élection d'un nouveau pape, se met en place une forme de bascule. Et est-ce que ça veut dire que statistiquement, alors moi je n'en sais fiche trop rien, je suis comme Pascal de la Tour du Pin, je me pose beaucoup de questions, mais est-ce que ça veut dire que statistiquement, on a de grandes chances d'avoir, encore une fois, un pape du Nouveau Monde, pourquoi pas du continent sud-américain, ou alors d'Asie ou d'Afrique? Qu'en pensez-vous, et quel est votre sentiment? Alors, tout est possible lors d'un conclave. Je l'ai souvent dit aux médias depuis la mort du pape François. Je pense que lors d'un conclave, nous ne pouvons pas voter en fonction de l'intérêt personnel, en fonction de l'affection pour l'un ou pour l'autre, ou en fonction du passeport. Il est italien, il est français, il est américain, il est africain, je ne sais pas quoi. Il est important que, au moment du vote, nous pensions au bien de l'Église universelle. Si la perle rare vient d'Europe, il ne faut pas hésiter une seconde. Si celui que nous pensons le meilleur pour gouverner l'Église vient d'ailleurs, même d'un petit pays ou de petits continents, on le vote. Moi, j'aurais aucun problème à voter pour celui qu'en conscience, je considère le meilleur pour le bien de l'Église. Il nous faut cette liberté et cette responsabilité de ne pas être dans une logique de calcul trop stratégique. Il faut penser au bien de 1,4 milliard de catholiques. C'est eux qui méritent un bon pape. Donc, nous, 135 cardinaux enfermés dans la Sixtine, nous devons avoir notre regard sur l'extérieur. Et penser à eux. Autrement, on rentre dans une logique de pouvoir. Entre nous, on s'arrange, on fait la politique de bistrot, et on ne s'en sort pas. Nous devons penser à ceux qui sont à l'extérieur, et nos catholiques, qui sont des bons catholiques, et qui sont patients avec nous, et qui sont bienveillants, et qui attendent beaucoup de nous, et qui prient pour nous, on le voit ici à Rome, c'est eux qui méritent qu'on leur donne un bon pape. Et qu'on fasse naître dans l'Église catholique un bon pape en ce temps pascal. Cardinal Bustillo, c'était absolument passionnant. Vous faites donc partie des 135 cardinaux et des 5 cardinaux français de moins de 80 ans, je précise, qui doivent voter donc dans le plus grand secret lors du conclave et désigner le futur pape. Nous vous souhaitons une belle réflexion, parce que vous avez une charge extrêmement importante, Cardinal Bustillo. Merci de nous avoir expliqué les coulisses, merci infiniment.
Et nous vous rappellerons peut-être, si vous le permettez, Éminence, qu'on vous rappelle une fois que l'on connaîtra le nom du successeur du pape François pour que après vous me une fois qu'on aura le nom, on pourra, je vous raconterai pas. Mais si, un petit peu quand même, cardinal Bustillon, mais je vous parlerai aussi avec grande joie. Ah, voilà, là, le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Éminence. Il est 19h28 sur Europe 1.